Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler de l'entreprise ST Microelectronics. On regardera tout d'abord les activités de l'entreprise et en deuxième partie de vidéo, on va aller voir les chiffres de l'entreprise, la valorisation et est-ce qu'elle m'intéresse personnellement pour rentrer dans mon portefeuille. C'est une entreprise qui m'a déjà été évoquée à plusieurs reprises et il y a encore peu en DM, donc j'ai décidé d'en faire une vidéo. Et si vous voulez m'envoyer des DM, d'idées d'action, etc., n'hésitez pas à aller sur Instagram, je réponds aux messages. Tout d'abord, au niveau du cours de l'action, ça fait globalement 1 an et demi que l'entreprise se balade dans une énorme zone entre globalement un point bas autour des 28-30$ et elle est montée jusqu'à 50$, donc ça fait une sacrée variation. Si on va directement sur le graphique, on va se rendre compte qu'on parle d'une variation dans une plage d'environ 80%, ce qui n'est pas du tout négligeable. Et je tiens à le dire, ce qu'on va faire dans cette vidéo, au-delà de revenir sur les mouvements court terme et l'actualité, je vous propose surtout d'aller regarder un petit peu les fondamentaux du business comme à notre habitude, sachant que je ne connais pas l'entreprise. Alors, vous verrez un petit peu plus tard, je la connais de par mon métier, mais je ne connais pas l'action et pas toutes ses activités. Et ce que je vais faire ici, c'est vous donner un avis à chaud. Ce n'est pas une analyse complète, c'est comment je regarde une entreprise au premier abord et comment je la juge, et je vais vous donner un premier avis. Évidemment, vous forgerez votre avis, ce qui m'amène aussi à vous dire que je ne donne pas de conseils en investissement et je ne fais que partager ce que je découvre avec vous. Au niveau des activités de l'entreprise, donc ST Micro, c'est une entreprise franco-italienne qui conçoit, fabrique, et fabrique c'est important parce qu'ils ont leurs usines, et aussi vend des puces électroniques qui sont utilisées dans de nombreux appareils du quotidien. Je tiens quand même à préciser qu'ils sont extrêmement connus pour leurs microcontrôleurs et leurs microprocesseurs, mais ils fabriquent cependant beaucoup d'autres composants, comme vous le voyez ici, aussi bien pour de la gestion audio, des diodes, des composants électroniques qui vont sur des PCB, donc des cartes électroniques en français, de la gestion de puissance, etc. Il faut bien comprendre que leurs produits, en fait, c'est beaucoup de petits composants électroniques qui vont aller directement sur des PCB, donc des cartes électroniques en français, et ils sont notamment connus pour les microcontrôleurs, comme vous en avez un ici sur la photo. Et si je vous dis ça, c'est parce que je voudrais pas qu'on imagine qu'ils font des processeurs qui vont sur les ordinateurs et qui sont très connus du grand public, comme chez Intel ou AMD, ou des cartes graphiques comme pourrait le faire Nvidia. Là, c'est vraiment des produits typiquement industriels. On va acheter des petits composants et généralement, c'est sélectionné en recherche et développement et ensuite c'est mis dans des usines où on fabrique directement les cartes électroniques. Et d'ailleurs, le gros de leurs clients, comme vous le voyez, c'est Apple, Bosch, HP, Samsung, Huawei, Nintendo, etc. Donc c'est pas du tout des composants qui sont destinés aux particuliers. Ce qui fait aussi qu'au niveau de la concurrence, vu qu'on est sur des produits industriels, on va avoir en face d'autres industriels, comme par exemple TI, Texas Instruments, TI le ticker, NXP, etc. Et c'est des marchés dans lesquels il y a évidemment beaucoup d'acteurs, des acteurs asiatiques, européens, américains. Après, ce que je vous dis ici, c'est un petit peu la connaissance que j'ai ayant parlé à d'autres ingénieurs en électronique. Je ne le suis pas moi-même, mais travaillant dans la recherche et développement, j'ai quand même quelques notions. Et si vous voulez avoir plus d'infos, ou d'ailleurs si vous êtes ingé hardware, donc un ingé pour les cartes électroniques en français, n'hésitez pas à aller en parler en commentaire, comme ça tout le monde en profitera. Mais je tenais quand même à dire que ce sont des composants que j'ai souvent vu passer dans les bureaux de recherche et développement. Je comprends à peu près les langages qu'on met dedans, quelles sont leurs applications, dans quel type de produits finaux pour le grand public ils vont intervenir, etc. Et si je précise ça, c'est parce que ce sera important lors de ma conclusion, parce que certes, je connais certains de leurs composants, mais c'est une entreprise avec beaucoup d'activités, assez complexe, beaucoup d'acteurs sur le marché, et je pense que l'analyse qualitative n'est pas si simple que ça. C'est pas si simple de juste dire ils font des composants électroniques, c'est le futur. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à aller gratter si on veut investir. Au niveau des chiffres de l'entreprise, donc vous voyez ici les chiffres issus de Zone Bourse, c'est un site français qui est très bien quand on regarde des entreprises françaises. Vous voyez que sur le chiffre d'affaires, on a eu une belle augmentation entre 2021 et 2023. Par contre, d'après les analystes, en 2024-2025, ça va être assez compliqué, et même jusqu'en 2026. Et ça a d'ailleurs été annoncé par la direction, donc les analystes ne le sortent pas non plus de nulle part, on leur a donné des billes au niveau de l'entreprise, puisqu'ils prévoient effectivement un ralentissement du chiffre d'affaires sur le premier trimestre 2024 comparé à l'année précédente. Et pour vous donner une idée de la différence, et ça a certainement influé sur le cours de l'entreprise en bourse, entre 2021 et 2022, on a fait plus 26% de croissance sur le chiffre d'affaires. Entre 2022 et 2023, plus 7%. En 2023 et 2024, d'ailleurs là il y a une erreur sur mon slide, on ferait donc moins 4% donc cette année. Et entre 2023 et 2025, donc sur 2 ans, on ferait plus 6,7% d'après les analystes. Donc une croissance qui va
baissé et globalement très peu augmenté sur 2-3 ans, puisque même en 2026, on voit que le chiffre d'affaires devrait être presque égal à 2025. Au niveau des marges, c'est une entreprise qui se comporte plutôt bien, surtout pour de la fabrication, donc qui fabrique quand même des produits physiques, c'est pas du logiciel. En 2021, on était sur une marge de net de plus de 15%. 2022-2023, on a eu des très belles marges à pas loin de 25%, on le voit ici à plus de 24%. Et d'après les analystes, on va revenir sous les 20% dans les prochaines années, donc peut-être sur des niveaux qui sont plus cohérents avec l'entreprise. Et elle a certainement eu des très bonnes années en 2022 et 2023. Je tiens d'ores et déjà à préciser que la marge sur le flux de trésorerie disponible, donc le free cash flow, est beaucoup plus basse, et on en parlera un petit peu plus tard. C'est grandement lié au fait qu'ils investissent beaucoup d'argent, puisque c'est une entreprise qui est quand même dans l'industrie. Et on voit aussi qu'ils payent un dividende, on en reparlera un petit peu plus tard. Revenons sur les CAPEX, comme je vous le disais, et le flux de trésorerie disponible. C'est une entreprise qui demande beaucoup de CAPEX. Vous le voyez ici en 2021, 2022 et 2023. Et si vous ramenez ça au chiffre d'affaires, on est sur des pourcentages qui se baladent globalement au plus bas vers 14% et au plus haut presque 24% du chiffre d'affaires qui a été réinvesti en CAPEX juste pour acheter des usines, des machines, entretenir le parc machine, etc. Et ça, c'est pas du tout négligeable, parce qu'il faut bien comprendre que même si on a un résultat net qui est bon et qu'on a donc un bon bénéfice, il y a un moment, le flux de trésorerie disponible, c'est l'argent qu'on va rentrer, et c'est simplement la capacité d'autofinancement de l'entreprise. On peut soit le réinvestir dans des nouveaux projets, acheter d'autres entreprises avec, racheter ses actions ou payer un dividende. Et là, on voit qu'il y a quand même une grosse partie du flux de trésor qui part directement pour juste maintenir les activités du business, certainement les faire croître dans le futur, mais si vous regardez, vu la croissance, on se dit quand même que le CAPEX, il part juste pour entretenir le parc industriel, les machines, et permettre de continuer à produire. C'est pas forcément quelque chose de rédhibitoire, mais je pense que c'est quelque chose à surveiller. Mais je tiens quand même à le dire, c'est une bonne chose, parce que imaginons qu'on aurait un free cash flow qui serait négatif, là ce serait la catastrophe, il faudrait aller chercher dans de la dette ou dans du cash pour financer les opérations. Là on est quand même sur un business qui est très sain. Je veux surtout pas que la vidéo semble trop négative, honnêtement, de ce que je vois actuellement, c'est pas du tout un mauvais business. Il y a un petit souci sur la croissance, ça pourra peut-être repartir, ça votre analyse vous le dira, et aussi votre compréhension du marché. Cependant, ce que je vois ici, c'est vraiment bien, et ça montre qu'on peut trouver des très bonnes entreprises de qualité, et là, dans ce cas-là, c'est une entreprise européenne, et donc ça a même un avantage pour ceux qui voudraient faire l'analyse et la mettre dans un PEA. Au niveau de la valorisation, on a un PER, donc un prix par rapport au bénéfice, qui est quand même bas sur 2022 et 2023, vous le voyez, globalement, on se balade autour des 10. Ce qui peut ne paraître pas très élevé, cependant, je tiens quand même à préciser que l'entreprise va avoir assez peu de croissance sur les 3 prochaines années, donc c'est à prendre en compte. On ne peut pas non plus avoir un PER de 25 ou de 30 avec, pour moi, l'image actuelle. Et honnêtement, il se pourrait que l'entreprise soit à un bon prix actuellement, il faudrait faire des projections pour ça et faire ces calculs complets, mais je ne vois pas quelque chose qui me choque. Par contre, le prix par rapport au flux de trésorerie disponible, lui, il est beaucoup plus élevé, et c'est logique, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, puisque le flux de trésorerie disponible, c'est le flux de trésorerie opérationnel auquel on remplace les investissements, et ça nous donne la capacité d'autofinancement. Et comme on l'a dit tout à l'heure, on achète beaucoup de machines et d'usines, donc forcément ce ratio est plus élevé. Et de la même façon, le prix par rapport au chiffre d'affaires, donc le price to sales en anglais, je le trouve aussi assez élevé. On le voit ici, il est globalement à un peu plus de 2,5, ce qui n'est pas non plus négligeable. Enfin, on précisera qu'ils versent un petit dividende, et je suis allé vérifier, ils n'ont pas du tout une politique de dividende croissant depuis 10-15 ans. Non, ils le payent quand ils le peuvent, il y a eu des années où ils l'ont réduit, etc. Donc ils payent un dividende, mais c'est pas non plus le cœur de l'entreprise que de payer un dividende. C'est pas une action à dividende au sens que ce serait une action à dividende croissant, une vraie vache à lait qui payerait le dividende depuis des années et des années et des années. Et au niveau du rendement, on se balade globalement autour de 0,5 à 1% maximum ces dernières années. Maintenant, la question que j'aurais envie de me poser si j'allais investir, et là ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner des pistes d'analyse si vous vouliez pousser un petit peu plus loin vos recherches, les questions que je me poserai. Déjà, je tiens à le dire, je comprends que le business puisse intéresser vu certains ratios de prix au premier abord. Aussi, c'est une entreprise qui est quand même dans un secteur porteur, donc forcément, ça fait parler. Après, je tiens à le dire, je pense que ces ratios, ils intègrent les risques liés à la croissance de l'entreprise qui n'est pas évidente sur les prochaines années. Les rentabilités n'ont pas l'air mauvaises. Au niveau du cash et de la dette, il faudra aller vérifier. Et globalement, je ne vois pas de point éliminatoire en regardant comme ça à chaud, sachant qu'au final, l'entreprise, je ne l'ai regardée qu'aujourd'hui au moment où je fais la vidéo. Je ne la connaissais pas avant, donc il faudrait pousser ces recherches, il y a peut-être des problèmes. Ensuite, je me poserai aussi des questions, et je vais vous donner ici quelques exemples pour vous donner des idées, et vous pouvez aussi prendre les idées d'autres personnes afin d'au final vous créer votre propre façon d'analyser une entreprise. Déjà, je me demanderai, est-ce que je comprends les activités de l'entreprise?
Et quand je dis ça, c'est est-ce que je les comprends vraiment? Est-ce que je sais à quoi servent les composants électroniques? Est-ce que je sais dans quel type de produits ils se montent? Quelles sont leurs parts de marché, leurs différents segments au niveau du business aussi? J'aime bien souvent prendre l'exemple de business très simple, comme par exemple un business qui vendrait, je sais pas, des voitures ou des télés. Voilà, ils vendent tant de télés par an, le marché des télés, il est en train de se contracter ou d'augmenter de temps, ou le marché des voitures est en train de se contracter ou d'augmenter de temps. Pour fabriquer une voiture, c'est tant d'argent, on la vend tel prix, on vend combien de voitures par an, on arrive à découler une logique. Au final, vraiment s'imprégner du business, et c'est quelque chose que j'essaie de faire de plus en plus avec le temps. C'est pour ça qu'aussi j'ai de moins en moins d'entreprises en portefeuille, et celles que j'ai, je les comprends de mieux en mieux. Et de la même façon, je tiens à le dire, c'est pas pour rien que dans mon portefeuille, il y a beaucoup d'entreprises, notamment dans l'industrie, si vous avez remarqué. Pourquoi? Parce que je suis ingénieur dans l'industrie et j'utilise mes avantages compétitifs. Et par exemple, j'ai pratiquement rien dans le médical ou dans les produits destinés à la grande distribution, par exemple, parce que c'est pas quelque chose que je comprends. Et les seules entreprises que je pourrais avoir dans la distribution ou dans le médical, ce sont les entreprises qui vont peut-être plus être axées technologie, comme Amazon pour la grande distribution, ou dans le médical, des entreprises qui vont plus être axées sur la disruption technologique, les nouveaux moyens médicaux, etc. Et je vais pas investir dans une entreprise qui est en train de développer des nouveaux médicaments parce que c'est pas du tout un secteur que je comprends et je serais pas à l'aise à le faire. Donc voilà, je me demanderais, est-ce que je comprends leur technologie? Est-ce que je sais ce que c'est un PCB? Est-ce que je sais ce que c'est une machine CMS? Est-ce que ce type de business a des avantages compétitifs? Ou alors, est-ce que ce sont des produits qui sont presque des commodities? Donc ce sont presque des produits courants qu'on peut acheter chez le concurrent? Est-ce que les codes, les langages dans les microprocesseurs sont interchangeables, etc. Ces réponses, je les ai partiellement parce que je suis au quotidien confronté à ce genre de produits et j'inviterai une personne qui veut investir à aller faire le même type de recherche. Alors je sais que ce que je dis ici, c'est pas évident. Si le business, on n'est pas du tout dans le secteur d'activité ou on n'est pas au sein de l'entreprise, c'est compliqué de le savoir. Mais dans ce cas-là, il faut peut-être se poser la question, est-ce que c'est un business sur lequel je devrais investir? Et comme vous le savez, je défends sur la chaîne l'idée d'investir dans des domaines où on a des compétences et des avantages compétitifs, puisque s'il y a de la panique sur les marchés, que ça vient à baisser, on saura ce qu'on a acheté. J'ai fait ces erreurs par le passé et je pense que beaucoup d'investisseurs l'ont fait ou le feront et il faut essayer de combattre ça au quotidien et c'est ce que je défends sur la chaîne. D'autres questions que je me poserai, est-ce qu'ils vont réussir à continuer à croître ou à relancer la croissance? Est-ce qu'ils vont aussi résister à la concurrence, innover? Et au final, est-ce que j'ai fait mon analyse? Est-ce que j'ai écrit sur un document Excel, dans un document Word ou sur un bout de papier pourquoi je l'achète? Quelles sont mes prévisions pour les années suivantes? Ainsi, ça me permettra l'année prochaine de voir si on est en ligne avec ce que j'avais prévu. Évidemment, aller écouter les conférences destinées aux investisseurs, étudier les risques, faire son analyse qualitative et quantitative complète. Un dernier point que je mettrai dans les questions, et c'est lié vraiment à cette entreprise, ils ont pour 27,25% de l'actionnariat qui sont représentés par la France via BPI France et par un fonds d'investissement du gouvernement italien. Ce qui veut dire que l'entreprise est très liée à la politique. D'ailleurs, on le voit ici, ils ont reçu des grosses subventions. Alors ça peut être très positif si on apprécie qu'il y ait de l'actionnariat étatique. Ça peut être aussi un problème. Il peut y avoir des histoires, par exemple, de concurrence déloyale, etc. si les États interviennent de trop. Donc je tenais à le préciser, c'est une question que j'invite tout le monde à se poser quand on a un gouvernement qui est un gros actionnaire d'une entreprise. Et pour finir, je me demanderai combien je dois payer l'entreprise aujourd'hui pour faire mon retour sur investissement désiré. Parce qu'au final, sinon, autant acheter un ETF et si on ne comprend pas le secteur, eh bien autant acheter les entreprises que l'on comprend et l'acheter via un ETF, elle sera certainement présente dans certains ETF européens si on cherche un peu. En conclusion, est-ce que j'achète l'action ? Alors, déjà, je tiens à le dire, d'un point de vue qualitatif et d'un point de vue aussi quantitatif, je comprends qu'elle puisse intéresser, et c'est pas parce que moi je vais peut-être pas forcément l'acheter comme on va le voir en conclusion, que c'est une mauvaise entreprise, je tiens à le dire. Mais il y a un moment, je dois aussi parler d'entreprises que j'achète pas, sinon je vais tout le temps parler des mêmes entreprises, sachant que mon portefeuille est assez concentré. Alors, est-ce que l'action m'intéresse ? Je tiens à dire que même si je connais quand même un petit peu leur technologie, je les vois utiliser au quotidien dans mon métier, je vois un petit peu la concurrence, les applications, les langages utilisés pour coder ces micros, etc. Je ne pense pas assez connaître leur technologie et surtout je ne pense pas connaître assez leur avantage compétitif pour me positionner. C'est-à-dire que je ne suis pas un ingénieur hardware et je ne sais pas pourquoi on va prendre un ST Micro plus qu'un TI ou plus qu'un TI ou plus qu'un autre composant d'une autre marque. Et ça, c'est le genre de questions, si je voulais investir, que j'irais poser à des ingénieurs hardware. Comme ça, j'aurai mes réponses. Aussi, je me demande si on n'est pas sur un produit de base, entre guillemets, un produit commodities, sur ce secteur. Parce qu'il faut bien comprendre que les petits composants électroniques, c'est pas comme une technologie révolutionnaire que peut sortir, je sais pas, on prend par exemple Nvidia sur l'intelligence artificielle, c'est les seuls qui arrivent à fabriquer des cartes en ce moment. L'avantage compétitif, il est énorme. Tout le monde va l'acheter parce que c'est les seuls à le faire. Là, on est quand même sur des produits qui certes sont un petit peu verrouillés via le langage, donc je vous le dis parce que je connais un petit peu quand même ces technos, mais c'est pas hyper verrouillé. Si demain on doit prendre un autre micro d'une autre marque parce que celui-là est plus disponible ou il est trop cher, il va y avoir un petit peu de travail pour les mecs qui font du hardware et pour les mecs qui font du code, mais il n'y a rien d'impossible à les remplacer.
Donc j'irai vraiment rechercher la concurrence et j'irai poser des questions à des personnes qui connaissent vraiment ce secteur. Et si je vous dis tout ça, c'est parce que personnellement, j'aime pousser mes analyses qualitatives assez loin. D'ailleurs, c'est vrai qu'on ne le voit pas forcément sur YouTube parce que souvent je mets plus en avant les chiffres parce que c'est aussi ce qui intéresse. Cependant, pour ceux qui sont dans le programme sur la bourse et les finances personnelles, quand je fais des analyses complètes avec des vidéos par exemple de plus d'1 heure, vous voyez que je passe énormément de temps à regarder le business model. Pourquoi ils sont présents sur le marché, quels sont leurs avantages, etc. Parce que pour moi, comprendre l'entreprise et sa qualité, c'est primordial et ça vient avant combien on la paye. Parce que si on paye à un prix pas cher mais qu'on ne paye pas une entreprise que l'on comprend et de qualité, ça ne sert à rien. Donc je ne le dirai jamais assez, vraiment comprendre l'entreprise et le business. Ensuite, d'un point de vue quantitatif, donc globalement, les chiffres, la valorisation. Je trouve que la croissance, elle est difficile à prévoir et personnellement, je vais avoir du mal à la déterminer, donc ça va être dur pour moi de faire mes projections. On a cependant, je tiens à le dire, des bonnes marges nettes, on a du gros capex comme on le disait, et donc il faudra faire attention au free cash flow si on l'achète sur le long terme. Il y a aussi les aspects subventions et politiques qui peuvent influencer en positif comme en négatif les chiffres de l'entreprise, donc c'est à surveiller. Et comme je vous le disais, je me sens pas spécialement à l'aise à projeter des chiffres personnellement car j'ai du mal à tout comprendre. Peut-être que si je passais beaucoup de temps sur le dossier, je pourrais me forger une opinion, mais j'ai pas spécialement envie de le faire, surtout que je suis déjà très exposé au secteur des microconducteurs. Donc personnellement, je vais passer sur cette entreprise, mais déjà ça m'empêche pas d'en faire une vidéo parce que je pense que c'est pas forcément une mauvaise entreprise et si vous la comprenez et que vos chiffres sont bons, pourquoi pas y aller, vous ferez votre propre analyse, je vous donne pas de conseils et je tenais à vous la présenter parce que je trouvais que c'était un excellent dossier et merci à ceux qui me l'ont proposé en commentaire ou en DM sur Instagram d'ailleurs. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a intéressé, on peut continuer d'ailleurs la discussion en commentaire. Aussi, si vous souhaitez aller plus loin, vous avez des liens en description avec pas mal de contenu gratuit sur l'investissement en bourse sur le long terme, notamment pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne. Vous pouvez aussi cliquer ici pour regarder une autre vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça permet de faire grandir la communauté. Un grand merci pour votre soutien et votre temps. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo.